Bienvenue à tous et à toutes pour ce premier live, la première ZMIP, Zoom Made in Physiobel de l'année. En tout cas, on vous souhaite une très très belle année, une belle santé, beaucoup de bonheur et aussi beaucoup de réussite parce qu'on est là et j'ai le plaisir de commencer cette année avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Guerrero. Bonjour Christophe. Bonjour Florence et bonjour à toutes et à tous et belle année, donc santé, bonheur et prospérité. Voilà, c'est ça. Et donc, et d'ailleurs, ça arrive, vous arrivez. Et donc, du coup, je vais vous présenter Christophe, comment je l'ai rencontré. Et puis, il va se présenter aussi parce que moi, je vais faire ma présentation personnelle comme j'ai l'habitude de faire. En tout cas, si vous avez des questions, parce que le thème aujourd'hui, je sais il vous impacte, c'est l'argent, les objections, les blocages financiers. On commence l'année, je vous ai dit, l'année 2023, ça va être une année d'action et de réussite. Donc, c'était pour ça que j'avais envie d'inviter Christophe. Et Christophe, je l'ai rencontré à l'Institut des neurosciences appliquées. On a fait notre cursus de coaching motivationnel ensemble, hein, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Et il est ancien comptable. Donc, vous allez voir, il a plein de choses à vous dire. Donc, je te laisse te présenter un peu plus précisément, Christophe, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, super, je te remercie. Alors, désolé tout de suite pour la voix qui risque de temps en temps de dérailler un peu. C'est le soir et j'ai déjà pas mal de parler aujourd'hui. Pardon. Donc, alors Christophe, en effet, 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et avant de faire cette formation de coach avec Florence, eh bien, j'ai été pendant une vingtaine d'années comptable, salarié comptable pendant 20 ans. Donc, je me suis occupé de professions libérales exclusivement, des professions de santé d'ailleurs également. Et donc, j'ai pu les suivre dans leur péripéties de la création, toute la gestion, toute la vie de la société et jusqu'à parfois soit une fin heureuse, c'est-à-dire départ en retraite, ou parfois des fins un petit peu moins heureuses. Donc voilà, donc, j'ai à la fois ce côté de comptable, et puis suite à la formation avec Florence, ensuite moi j'ai rencontré Christian Junot, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je l'ai invité à des ZMIP aussi. Voilà, donc alors je passe à l'après Christian, ça va être compliqué pour moi. Mais non. Et donc voilà, donc j'ai fait la formation de spécialiste de la relation à l'argent avec Christian, donc ça c'était en 2020-2021. Hmm. Et donc, depuis, je me suis installé en tant qu'entrepreneur et j'accompagne justement les entrepreneurs du bien-être, mais pas que, mais c'est souvent le bien-être qui vient à moi, euh, pour les aider à s'autoriser à gagner plus d'argent parce que très souvent, eh bien, ces entrepreneurs-là ne vivent pas correctement de leur activité, de leur passion. Et en fait, nous, notre métier, l'esthétique, on a beaucoup, dites-nous dans le chat si vous avez des blocages à vendre, à proposer des prestations qui à haute valeur ajoutée. Est-ce que vous savez bien les proposer, etc. Alors, je connais pratiquement toutes celles là, qui sont connectées, donc je vais pas beaucoup être étonnée des réponses, mais toi, tu vas peut-être être étonnée. Mais c'est vrai que l'esthétique, en fait, c'est un métier en fait comme le bien-être où comme on apporte du bien-être aux gens, il y a un petit peu cette croyance, ou cet a priori que comme on fait un métier passion, en fait, on n'a pas besoin d'être payé parce qu'on a déjà le plaisir, en fait. Oui, ça c'est. Alors, je ne suis pas du tout étonné par rapport à ça. Effectivement, dans l'esthéticienne, il y a cette notion d'apporter du bien-être aux gens. Donc, ce n'est pas forcément uniquement des coachs, des thérapeutes, consultants. C'est toutes les personnes qui viennent apporter du bien-être, du mieux-être aux gens. Donc, les esthéticiennes en font bien évidemment partie. Et forcément, comme on apporte du mieux-être à des personnes qui sont peut-être un peu mal dans leur peau, mais on a des difficultés à se dire, oh, je ne vais quand même pas leur faire payer des gens. Oui. Et ça, c'est de l'inconscient qui commence à parler. Alors, il y a Aurélie qui dit qu'elle a moins de blocage, mais il y a certaines objections qui restent difficiles à gérer. Et justement, on avait intitulé la ZMIP l'encart. C'est trop cher parce que c'est une des objections qu'elles ont le plus souvent. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cher? Oh, mais c'est trop cher. Et en fait, comment on peut répondre? Alors, une piste de réponse sur ce type d'objection, tiens, Christophe. Donc là, on est dans les objections des clientes par rapport à les prix qui sont proposés.
C'est vrai que ce n'est pas évident parce que du coup, ça touche tout de suite la personne. Ouais. Donc, je comprends le mal-être qui peut arriver assez rapidement. Après, une des pistes de réponse, c'est quand la personne dit c'est trop cher, en fait, c'est trop cher par rapport à quoi? C'est bien. Est-ce que c'est trop cher parce que je n'ai pas les moyens pour payer cette prestation? Je suis désolé, mais je n'ai pas les moyens de mettre de l'argent là-dedans. Mhm. Ou est-ce que c'est pour eux trop cher parce qu'ils estiment que, entre guillemets, parce que là, ce n'est pas tout à fait le même principe, mais le retour sur investissement, enfin, en tout cas, je dirais le retour sur bien-être, n'est pas suffisamment élevé pour qu'ils payent cette prestation à ce tarif-là. Oui, ou alors c'est l'esthéticienne qui ne se met pas assez en valeur et qui ne met pas assez en valeur les prestations parce que des fois, elles disent ah oui, mais c'est juste un massage, mais elles oublient Oui. la cabine, le lit chauffant, etc. C'est un petit peu comme le restaurant en fait. Hein. On va dire un repas qu'on paye dans un 5 étoiles ou dans un snack. Le repas, on va manger, on va être rassasié, mais l'expérience client n'est pas du tout la même en fait. Et c'est tout à fait ça, c'est que justement, par rapport à ces deux questions, si la question c'est trop cher par rapport à la prestation, c'est justement, comme tu dis très, très, très bien, c'est que l'esthéticienne n'a pas réussi à montrer toute la valeur de ce qu'elle propose. Et c'est souvent ces petites phrases qui sont assassines. C'est un petit massage, c'est une petite, ça, c'est voilà, des tout petits mots petits où c'est juste ça. Et ne serait-ce que dans ce langage verbal, et parfois il peut même être non verbal, on va tout de suite minimiser la prestation qu'on propose. Et du coup, ça va créer un décalage dans la personne qui est en face en train de me dire que c'est des petits massages, que c'est juste ça, que ça ne dure que tant de temps. Et elle me propose ce prix-là. Et il y a ce décalage qui se fait qui va dire non, par rapport à ce que vous me dites, c'est trop cher. Donc, effectivement, l'une des clés, c'est de savoir vraiment valoriser sa prestation. Déjà, d'être conscient de ce qu'on propose. Oui, et puis de s'écouter, comme tu as dit, c'est super. Enfin, les petites phrases que tu viens de dire, là, petit, juste, ah, c'est que un massage, ça, c'est des choses, les filles, que vous devez bannir de votre vocabulaire. Ça, c'est clair. Arrêtez définitivement. D'ailleurs, Nathalie a dit difficile à répondre quand la cliente nous dit qu'elle achète ses produits en pharmacie. Ah, ça, c'est aussi une objection qui les énerve, en fait. Ah oui, oui, parce qu'il y a la partie aussi d'achat de produits qui est là. Alors, la question qui peut se proposer par rapport à ça, c'est est-ce que la pharmacienne ou la parapharmacienne a les mêmes connaissances du produit? Déjà, est-ce que ce sont les mêmes produits pour commencer? Et ensuite, est-ce que la personne a les mêmes connaissances par rapport à l'utilisation de ce produit, savoir si c'est bien par rapport à la personne qui va la choisir? Et puis, tout l'accompagnement, tout le conseil qui peut être derrière, que vous donnez très certainement, qui ne va pas être donné par le pharmacien, parce qu'il n'y a pas les compétences pour ça, puisqu'il n'a pas été formé pour ça. Le pharmacien, Il y a un vrai, ça c'est un vrai, comment, j'allais dire tabou, mais c'est pas tabou, un vrai complexe qu'ont les esthéticiennes par rapport aux professions comme ça, qui sont dites médicales, comme la pharmacienne. Et comment elles peuvent travailler un petit peu, parce que là c'est lié avec l'estime de soi, et puis nous on l'a déjà travaillé, mais toi, par rapport à ton expertise de relation à l'argent, comment tu les inviterais à commencer à réfléchir là-dessus? alors, c'est vrai que là, il y a la notion sur l'expertise, sur la certification, sur les diplômes que peuvent avoir tout le corps médical, qui justement sont experts dans leur domaine. Ça, on ne va pas le retirer. Un médecin est expert dans son domaine, comme un comptable est expert dans son domaine, et comme une esthéticienne est experte dans son domaine aussi. En fait, la clé, c'est de se dire, moi, dans mon domaine, je suis experte. Et là, ouais, pardon, Voilà, j'ai eu toute une formation par rapport à ça. J'ai eu déjà, j'ai peut-être aussi une expérience, mais même si on débute juste, un expert comptable qui débute, c'est déjà un expert comptable. L'esthéticienne qui débute est déjà une experte esthéticienne. Oui, mais ça, c'est un problème. Aurélie dit, une pharmacienne, parce qu'elle a une cliente pharmacienne qui vient chez elle, m'a dit qu'on avait la même formation qu'eux, mais que nous, on pratiquait plus contrairement à eux et que ça faisait une valeur ajoutée. Donc, c'est Oui, intéressant. tout à fait. Il y a cette notion de pratique. La pharmacienne va simplement vendre le produit. L'esthéticienne va, elle, utiliser le produit. Déjà, elle l'utilise elle-même dans son cabinet. Vous utilisez vos produits. Et ça me fait un peu penser, si je fais un parallèle, aux salons de coiffure qui vendent des produits, qui vendent des shampoings particuliers ou autres.
mais qu'ils utilisent eux-mêmes dans leur propre institut, ben là, c'est le même principe en fait. Vous avez cette expertise que n'ont pas les pharmaciens qui sont... Alors, j'espère qu'il n'y a pas de pharmaciens qui vont écouter et qui se replaient, mais Oh, les pharmaciens sont... oh, non, non, généralement, notre communauté, Mais c'est... c'est pas grave, hein, si c'est là, c'est Bah, pas... ceci dit, c'est vrai, Voilà. c'est quelque chose. Mais tu vois, Nathalie, elle a la croyance que les clients font plus confiance aux pharmaciennes. Oui, parce que les pharmaciens sont des commerçants. Hein, juridiquement et fiscalement, les pharmaciens sont des commerçants. Donc, ils ont aussi une formation des laboratoires qui proposent les produits. Ils ont des formations hein, pour bien vendre ce produit. Donc, oui, effectivement, ils ont ce côté marketing que n'ont pas forcément toutes les esthéticiennes de savoir vendre le produit. Euh, donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce petit décalage qu'il peut y avoir, c'est que un pharmacien, parapharmacie, ça va être je vends du produit, j'ai mes marges par rapport à ces produits-là, donc il est produit en tête de gondole aussi. Une esthéticienne, ça va être je connais ce produit, je sais que pour telle cliente, ça va être génial, je l'ai pratiqué et je vais le montrer. Mais ce n'est pas le côté je ne vends pas le produit en fait. Je prends le produit pour pouvoir apporter un mieux-être au client. Ah, ça, c'est important ce que tu dis là. C'est en fait, on apporte justement une expérience client que les pharmaciennes. Et c'est vrai qu'elles ont, enfin, les esthéticiennes ont du mal à vendre. Elles n'aiment pas ce mot. Hein. C'est un mot tabou chez nous. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que tu viennes. Parce que en plus, avec ton regard d'expert comptable où tu voyais justement l'envers du décor, c'est vraiment intéressant ça. Comment tu pourrais les réconcilier avec la vente? Parce qu'en fait, Comment réconcilier des professionnels du bien-être avec la vente? Ça, c'est un gros challenge. Oui. Tout simplement, je dirais qu'on ne parle pas de vente. On ne vend pas, en fin de compte. On propose une solution. On propose une solution pour un mieux-être. Cette solution-là, eh bien, il y a un investissement par rapport à ça. Mais on n'a aucun moment, on va dire, OK, je vous vends telle prestation, je vous vends telle formule ou autre. Non, je vous propose par rapport à la situation que vous avez, par rapport à votre santé ou autre, je vous propose tel programme, par exemple, qui va vous apporter ça, 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 ça et ça. Donc, je vous donne une information qui va peut-être être une solution à votre mal-être actuellement. Et après, c'est à la personne de dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, bah, évidemment, on ne met pas le couteau sous la gorge. Voilà. Ça les fait réagir. Gaëlle dit, les clients pensent surtout que les produits en pharmacie sont médicaux, mais après, il y a aussi l'éducation. C'est à nous aussi de parler. Là, il y a vraiment un côté communication, un côté pas vente, mais vraiment, là, cette fois-ci, c'est de la communication, c'est de l'information au client pour dire, bah oui, tel produit que vous trouvez en pharmacie, il a la même valeur que ce produit qui est ici. Il n'y a pas une étiquette médicale parce que c'est vendu en pharmacie. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont vendues en pharmacie qui ne sont pas du tout médicales. C'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce que Delphine dit? La peur de ne plus avoir d'argent car peur que les clientes ne viennent pas. Est-ce que tu peux préciser un peu, Delphine? Parce que comme on a discuté, je ne sais pas, alors apparemment, elle a peur que les clientes ne viennent pas. Effectivement, dans la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur liée à l'argent. Comment tu peux expliquer en fait cette relation vraiment un peu particulière que manque d'argent, ça crée tout de suite des crispations énormes, puisque toi, c'est ton domaine d'expertise. Alors, c'est cette peur du manque d'argent, je peux en parler, d'autant plus que j'ai été confronté à ça, moi, pendant très, très longtemps, sur cette peur du manque. Qui du coup va faire en sorte que bien, je vais avoir des tarifs qui sont plus bas, comme ça je vais faire plus de volume, donc ça j'ai plus de chances d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, en oubliant que le temps, lui, n'est pas extensible et que la santé n'est pas non plus quelque chose qui est figé dans le marbre. Mais cette peur du manque, alors on peut sans aller très loin, c'est vraiment lié à notre enfance en règle générale, où on a eu à un moment donné au moins une sensation de manque. C'est-à-dire qu'elle soit réelle ou imaginaire, à un moment donné, dans notre enfance, il y a eu cette notion que j'ai manqué d'argent. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, des parents qui disent, écoute, non, on ne peut pas se payer ça, c'est trop cher pour nous. On n'a pas assez.
Et ça, dans la tête d'un enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans, ok, bon, en fait, quand on est pauvre, on n'a pas assez d'argent, on risque de ne pas pouvoir manger. Voilà, ça peut aller très vite. Et puis, il peut y avoir effectivement un manque réel qui s'est passé dans leur enfance aussi. Donc, et ça, on le conserve dans notre inconscient jusqu'à l'âge adulte et ça nous poursuit avec cette sensation que si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas en sécurité. Je risque. Bah oui, mais la première chose à faire, je pense que c'est la prise de conscience. Là, tu vois, Aurélie dit quand ma trésor est basse et que j'ai peur, je deviens infernale, je ne contrôle plus mes émotions, c'est affreux. Voilà, donc, c'est cette prise de conscience de se mettre un peu en position haute en se disant, OK, là, maintenant, tout de suite, il se passe quoi? OK, ma trésor est basse, mais est-ce que ma trésor est basse veut dire que là, maintenant, je suis en danger? Ou est-ce que simplement, OK, bah, c'est peut-être une petite sonnette d'alarme pour voir ce que je peux faire pour remédier à ça et faire les actions nécessaires. Mais c'est vrai que la notion d'émotion, c'est que plus l'émotion va être forte, plus notre cerveau, notre néocortex va être, lui, coupé, et plus ça va s'emballer. Et puis là, c'est le limbique, c'est les reptiliens qui rentrent en action, où on a un danger de mort. Donc la première idée, c'est de se dire, OK, on va sortir du danger de mort. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis en danger? Est-ce que vraiment, là, si dans la minute qui suit, je ne fais pas une action adéquate, je risque de mourir? On va vite s'apercevoir que non, là, actuellement, bah, on est toujours en pleine santé, on a toujours ce qu'il faut. Donc, OK, on repasse dans quelque chose d'émotionnellement plus faible et on va pouvoir commencer à chercher comment, bah déjà, est-ce que réellement la situation est très, très dramatique ou c'est simplement qu'il y a une baisse parce que on sait quand on est entrepreneur, hein, c'est pas du linéaire. Donc, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à réajuster? Est-ce que c'est simplement un décalage de trésorerie qui s'est passé? Voilà, vraiment aller chercher des indices objectifs, factuels. Et je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, il y a eu plusieurs posts alors sur mes groupes privés, enfin de stagiaires, où justement, j'avais une stagiaire qui disait, je comprends pas, j'ai du mal à faire rentrer de l'argent, je fais beaucoup d'investissements et pourtant, donc je fais rentrer quand même de l'argent, elle génère de l'argent, mais disons que ça repart tout de suite parce qu'elle fait des investissements, et je leur ai parlé un petit peu d'outils, de ce qu'on appelle les tableaux de trésorerie, voilà, pour visualiser justement un petit peu, parce que souvent j'ai remarqué que mes stagiaires, quand elles sont en panique, elles me disent ah là là, je ne vais pas y arriver, je suis en stress, il y a beaucoup de charges, etc. Mais elles ne savent pas quantifier. Et je voudrais que tu reviennes sur cette notion de mesure, parce que toi, quand tu es en plus comptable, explique un petit peu pourquoi c'est si important en fait. Et oui, parce que comme tu le dis très bien, si on n'a pas d'informations, on est dans le flou. Et comme on est dans le flou, ben, on a peur. Parce que justement, on n'a plus de contrôle du tout. Donc, et en plus, on a tout ce côté légende qu'on a des charges qui sont tellement élevées pour un entrepreneur qu'il ne peut pas y arriver. Donc, on rajoute à ça tout ce qui se passe et on va se retrouver dans une peur panique parfois. Alors que simplement, en prenant des outils de gestion très simples, il n'y a pas besoin d'avoir un expert comptable pour pouvoir faire des tableaux de financement, des tableaux de bord et autres, mais des fois un simple tableau Excel qui permet de retracer toutes les dépenses que l'on a, les dépenses qui sont régulières et les dépenses qui sont un peu plus aléatoires, du moins plus variables, et on les met, déjà, on les inscrit, donc on voit ces dépenses-là. Comme on voit, ça fait, ce que l'on voit va faire moins peur déjà, parce qu'on va se dire, ah oui, effectivement, j'avais peut-être pensé qu'il fallait que je paye, je ne sais pas, j'ai une bêtise, plus de 2 000 euros par mois de dépenses. Et en fin de compte, quand je fais tous mes calculs, je suis à 1 200. Ouf! Ah, ne serait-ce que déjà ça permet de pouvoir faire dégonfler le soufflet. Et surtout, ça permet de savoir exactement où on en est. Parce que tant qu'on ne sait pas exactement où on en est, on ne peut pas prendre de décision. Pas possible. Les décisions qu'on va prendre risquent justement de nous emmener encore dans une situation plus délicate. Mmh.
Ouais, et en fait, comme disait Aurélie tout à l'heure, bah, ça la met en stress et du coup, c'est la panique. Et le problème, c'est quand on est paniqué, bah, en fait, on n'arrive plus à vendre, on n'arrive plus à proposer. Alors, vendre dans le sens, je propose ce qui est adéquat pour la cliente parce que ce dont elle a besoin. Mais comme on est en panique, on réfléchit plus correctement. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, le néocortex est coupé et là, il n'y a plus de réflexion possible et on n'est plus force de proposition avec sa cliente et du coup, c'est une cascade en fait. Et oui, et toute la notion de relation à l'argent, du risque de ne pas avoir assez et autres, sont vraiment en premier plan. Ouais. Donc, c'est le principe, hein, on va se focuser sur cette chose-là, donc ça va prendre de l'importance. Donc, plus ça prend de l'importance, plus en plus on va encore en rajouter et peut-être augmenter encore l'irrationnel. Et Mhm. plus, comme tu dis, bah, tout ce qui est activité, prestation, tout ce qui est conseil autre, bah, ça va être complètement occulté parce qu'on n'a plus l'énergie pour. Toute l'énergie est focusée sur ce problème d'argent, Mhm. qui est bah, peut-être même pas là, en fin de compte, parce qu'il suffit de faire ces fameux tableaux pour se rendre compte que, OK, bah, en fin de compte, je me suis peut-être emballé pour, je ne veux pas dire pour pas grand-chose, mais parce que bon, ça permet toujours de mettre les choses à plat, mais je me suis peut-être un peu trop emballé par rapport à la situation. Alors, j'en ai une qui connaît, enfin, Julia, elle connaît aussi le côté, enfin, elle parle du côté écureuil, en fait, puisqu'elle Ouais. elle connaît Christian, prend le dessus. Alors, on dit qu'effectivement, on s'emballe pour pas grand-chose, mais je connais certaines d'entre vous, mesdames, qui ont quand même des trésors, voire même 50 000 ou 60 000. Alors, il y en a plein qui vont faire des bons, mais qui sont en insécurité, alors qu'elles ont 6 à 10 mois de trésorerie d'avance et elles sont là encore à dire, et s'il m'arrivait quelque chose? Oui. Là, c'est vraiment la notion de retrouver la sécurité intérieure, comme Mhm. on explique très bien Christian par rapport à ça. C'est-à-dire que si on est en insécurité si on sent en insécurité, qu'on ait 10 000 euros sur le compte, 1 000 euros sur le compte ou 100 000 euros, Mhm. si on ne fait rien, on sera toujours en insécurité. Ce n'est pas le montant de l'argent qui va nous changer notre insécurité. Alors, on va peut-être se trouver rassuré un certain temps, puis au bout d'un moment, on va se dire, ah oui, bon, peut-être qu'en fin de compte, il faudrait peut-être que j'en ai un peu plus parce que je ne suis peut-être pas suffisamment à l'abri encore. C'est ça. Jusqu'à avoir une trésorerie telle que de toute façon, on ne peut pas être en insécurité. Et là, ça va être, oui, mais si je perdais tout ça. Mhm. Ah oui, ah, celle-là, on ne l'a pas encore faite, celle-là. Et oui, c'est que ça peut être à l'inverse. C'est-à-dire, oui, bah, il peut se passer n'importe quoi bah, avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'on entend à la télévision, les problèmes sur les crypto-monnaies, sur les devises, sur l'inflation, sur les risques de. Voilà. Et ben, oui, mais mon argent est à la banque et si jamais la banque fait faillite. Et commence pas à les stresser déjà, hein. Oui, Ah, c'est donc stressé. voilà, il y a toujours ce moment-là où le et si. Et Donc, Julia, juste du coup, Julia qui est un écureuil, hein, elle est à fond, elle demande comment travailler sur son insécurité. Est-ce que tu as des peut-être pistes? Parce que bien évidemment, il y a aussi tout un travail à faire plus avant, mais là c'est une mise en bouche et puis leur ouais, ouvrir leur champ des possibles. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer ces petits écureuils? les rassurer. Alors, bah, en fait, c'est le travail que j'ai fait moi, hein, par rapport, parce que je suis un profil d'écureuil aussi, c'est de travailler sur sa confiance en soi et comment faire, alors pour faire des exercices qui sont très simples et qui sont très bons aussi par rapport à l'activité professionnelle, parce qu'on peut vraiment le focuser par rapport à ça, c'est, OK, je vais faire la liste de toutes mes compétences, de tout ce que je sais faire. J'y vais, je fais tout ce que j'ai eu comme expérience, tout ce que je sais faire. La liste de tous mes succès. Depuis que je suis toute petite, je fais toute ma liste de succès. Et puis quand je fais ma liste de succès, j'ai un succès petite, ce n'est pas forcément des grands succès, hein, c'est des petites et grandes victoires. OK, cette victoire-là, elle m'a apporté quoi? Ah, bah, elle m'a apporté peut-être cette compétence-là. OK, hop, je la note aussi. Et petit à petit, on va augmenter sa liste de succès, et ce qui va nous permettre de voir qu'on sait faire plein de choses. C'est prendre conscience en fait des compétences Voilà. qu'on a acquises tout au long. Là, je leur ai fait un challenge entre Noël et Jour de l'An pour leur faire lister aussi justement avant de réussir son année 2023 le bilan, voir ce qu'on avait réalisé, fêter les petites victoires, etc. C'est vraiment dans ce process, comme tu dis là, c'est créer en fait une liste, enfin un tableau de ressources en fait Ouais. finalement pour se dynamiser en fait. C'est vraiment créer, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est créer tout ce tableau de tous nos succès. C'est vraiment notre CV, mais notre CV version j'ai réussi ça, plus ça, plus ça. Et ce qui est hyper puissant, c'est quand on le fait vraiment en conscience.
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire, oui, j'ai réussi par exemple mon bac. OK, réussis ton bac. Ou tel diplôme. Mais remets-toi dans l'état que tu étais quand tu l'avais réussi. Et déjà, pour avoir un niveau émotionnel, pour pouvoir l'inscrire, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir avoir ce diplôme? Oui. Et une fois que ce diplôme t'apporte quelles compétences complémentaires? Et tout ça va montrer que quand vous faites un massage, ce n'est pas juste un petit massage. Ah oui, c'est clair. Mais C'est tout toutes ce qui les est avant. et elles peuvent même mettre aussi toutes les heures de formation qu'elles ont Oui, tout à faites. fait. Parce que mettre les heures que vous avez consacrées à vos formations, les heures que vous avez consacrées à peaufiner, à acquérir des techniques et même aussi l'investissement en fait, rajouter aussi la somme des investissements que vous avez faits pour vous prouver que en fait, vous avez généré vraiment beaucoup de choses. Et moi, j'avais fait aussi une chose, je vais leur partager parce que j'avais regardé le chiffre d'affaires que j'avais généré en 15 ans de métier. Et j'ai généré plus de 2 millions 500 000 euros dans mon institut. En fait, c'est une belle fierté quand même. Oui, tout à fait. C'est clair. Alors, évidemment, par an, c'était pas forcément beaucoup, enfin, mais ça crée quand même une vraie fierté. Donc vraiment, faites ça aussi. C'est intéressant aussi, justement, par rapport à l'argent, parce qu'on se dit qu'on génère pas beaucoup, mais en fait, si on voit la globalité de ce qu'elle crée, finalement, elle crée beaucoup de richesse, en fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est une richesse qui est créée, qui se compte à la fois en argent, mais en heures, qui se compte en énergie qu'on a dépensé pour toute cette formation. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est tout ce qu'on est capable de proposer aux clients. C'est-à-dire que derrière, il y a le raccourci qu'on leur propose. Parce que nous, on est passé par beaucoup d'étapes pour peut-être arriver là où on en est aujourd'hui. Il y a des souffrances qui peuvent être là aussi. Et ce qu'on propose aux clients, c'est on va raccourcir tout ça. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'être mal dans sa peau pendant un an ou autre, ou aller justement à la pharmacie acheter certains produits et de se les mettre peut-être d'une manière qui n'est pas adéquate et qui n'est peut-être pas forcément plus le bon produit par rapport à telle personne, eh bien là, elles entrent dans un institut qui va leur dire, OK, moi je connais, j'ai toutes ces compétences derrière moi, je peux vous dire aujourd'hui avec certitude ce qui est bon pour vous. Et on va faire ça et ça va vous apporter tel résultat. Tu sais que j'avais une esthéticienne, j'avais une stagiaire qui, au début, qu'elle a commencé ma formation EMP, la formation d'un an sur la minceur, qui m'a dit non, mais moi, je dis surtout pas ce que je fais comme formation. Elle avait 52 ans, hein, parce que je me dis que les clientes, elles vont dire à mon âge, j'ai encore besoin de formation. Alors que, ouais, je lui avais dit, mais c'est justement l'inverse. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je n'irai pas chez un institut où on me dit que la personne elle a fait une formation basique il y a 20 ans ou 30 ans et que depuis, elle n'a jamais changé, jamais évolué. Non. Alors que si j'ai derrière toutes les formations qui ont été faites en continu, je dis OK, c'est une personne qui est toujours à la page, qui est toujours là pour se dire OK, je vais peut-être trouver quelque chose encore mieux pour mes clients, que ça aille plus vite, que ça soit plus performant. Là, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Et ce qui peut être très intéressant aussi à avoir en conscience, donc là, on parle de tout côté de nous par rapport à toutes nos expériences, par rapport à toutes les formations, par rapport à notre compétence. Ce qui est important aussi de voir lorsque l'on fait ce soin, cette prestation, c'est OK, j'apporte un premier résultat qui va être un mieux-être de la personne. Donc en fonction je ne sais pas si je peux dire pathologie, mais voilà, en fonction de la personne, on va avoir un résultat qui va permettre de guérir la personne, on va dire. C'est des mots, je suis un profane dessus, hein, donc je mets mes propres mots. C'est très, très bien. Vas-y, vas-y. On te suit, on boit tes paroles. Alors, il y a plein de commentaires. Je remonte. Dis pas surtout, je te donne les plus. Mais Okay. elles t'écoutent, elles sont captivées. Donc, Super, merci. Donc voilà, il y a c'est ce premier résultat, ce premier bénéfice. Donc, mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter dans cette prestation, ou c'est de ne pas s'arrêter au premier bénéfice. Quelqu'un qui est mieux dans sa peau, ça va avoir un autre impact. Peut-être qu'il va être mieux avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Peut-être que ça va lui permettre à son travail d'être plus productif.
Donc, il y a de nouveaux bénéfices. Et un travail plus productif, peut-être que justement, lorsqu'il est salarié, il va peut-être avoir une augmentation, ou si l'entrepreneur, il va peut-être avoir un meilleur chiffre d'affaires. Donc, on augmente son chiffre d'affaires. Ou alors, on va augmenter également sa capacité à, comme il y aura plus d'énergie, à pouvoir faire d'autres choses. Voilà. C'est tous ces bénéfices, du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice qu'il faut aller chercher. Et ben, je reprends Noémie, puisque Noémie est là, et on a été à son inauguration, et elle a, pour remercier des amis qui l'avaient aidé pour faire le service, elle a offert une séance de presso, donc c'est des bottes pour alléger un homme, un de ses amis, et il n'avait jamais reçu de soins esthétiques, hein, d'accord? Et quand il est ressorti de la séance, il a dit: oh, mais ça m'a enlevé toute la fatigue de la semaine. Il est manutentionnaire, il a un boulot un peu physique, et il était super ravi. Et tu vois, il dit: mais je ne pensais pas qu'un soin esthétique pourrait m'apporter ça en tant que mec, tu vois. Enfin, je résume, hein, je vous fais. Ouais, c'est Ouais. génial comme témoignage parce qu'en plus, déjà, parce que c'est un homme aussi, parce que c'est un peu différent avec les hommes, on a peut-être moins tendance à s'exprimer par rapport à ça. Et puis voilà, l'exemple typique de personne qui a un travail qui est harassant, qui est physiquement difficile, qui doit très certainement arriver des soirs ou le fin de semaine complètement rincé et avoir pas assez d'énergie dans le week-end, donc pas profiter de son week-end. Là, elle lui a permis de pouvoir justement avoir des ressources nécessaires, l'énergie nécessaire pour pouvoir passer un super week-end. Peut-être qu'il a passé, c'est peut-être son meilleur week-end qu'il a passé depuis des années, grâce à elle. C'est ça, ben voilà, oui, elle est dans le chat, donc mais c'est intéressant parce que tu parlais du bénéfice, toujours du bénéfice, et c'est vrai qu'on s'arrête souvent à j'en parlais encore ce matin à une de mes stagiaires, on s'arrête aux moyens de ce qu'on fait. Or, c'est pas ça qu'il faut pour créer un esprit d'abondance, c'est pas le moyen qui nous intéresse en fait. C'est pas en fait, c'est le but, le but, c'est pas le voyage. C'est-à-dire que d'ailleurs, quand on vend une prestation, on vend pas le voyage, on va vendre la destination. Grâce à ces soins qui vous seront apportés, eh bien, vous allez pouvoir être beaucoup plus léger, beaucoup plus mieux dans votre peau, etc. Mais on ne va pas se dire, bon, par contre, vous allez passer par des soins de massage qui ne sont peut-être pas forcément très agréables, parce qu'on va aller dans le modelage et compagnie. Ah, c'est pas top, pas top. Voilà, on ne vend pas le voyage. Sauf si le voyage est agréable aussi. Auquel cas, ok, on vend les deux. Mais c'est vraiment de vendre la destination et aller au-delà de la destination. C'est-à-dire qu'on arrive à destination et qu'est-ce qu'on voit à cette destination-là? C'est un peu comme on part, je ne sais pas, dans un pays qu'on n'a jamais vu. La destination, c'est le pays. Et après, le bénéfice d'être arrivé dans ce pays-là, c'est de pouvoir voir toutes les beautés qu'on voulait voir jusqu'à présent. Donc, il y a la destination et le catalogue de la destination, on va dire. En fait, c'est ce que je leur dis souvent, c'est arrêter de décrire l'avion, en fait, parce que les agences de voyage, elles ne vous vendent pas l'avion Air France qui vous emmène à l'autre bout du monde. Quoi. Ah oui, elles ne vendent pas les 10 heures en classe économique avec Avec les genoux contre le dossier. Ouais, ça. Elles vendent l'île paradisiaque sur laquelle on va aller se dorer et se faire bronzer et boire un cocktail en regardant la mer, quoi, en fait. Et il y a quelque chose, il y a un autre point qui me vient à l'esprit en même temps par rapport à cette notion de voyage. Il y a aussi, je pense, peut-être dans l'inconscient, des fois se dire, OK, moi je sais faire, donc c'est simple pour moi. Donc comme c'est simple pour moi, mais je ne vois pas pourquoi je serais payé une prestation qui en fait est naturelle et simple pour moi. Donc, et justement, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que pour que ce soit simple pour vous, il vous a fallu des heures et des heures de formation, il vous a fallu une dextérité, une expertise que d'autres personnes n'ont peut-être pas forcément. Donc, au plus ça paraît simple pour la personne, et au plus ça paraît simple pour le client, au plus vous êtes experte, au plus la prestation, elle a de la valeur. C'est comme quand on conduit une voiture, au départ, c'est compliqué parce que c'est dans tous les sens. Il faut à la fois tourner le volant, passer la vitesse, embrayer, machin. Et ça paraît insurmontable. Et au bout de quelques leçons, plus ou moins selon certaines personnes, mais au bout d'un certain nombre de leçons, eh bien, on fait ça d'une manière tellement autonome puisqu'on a tout basculé dans notre inconscient, tout en manière autonome. Donc, c'est simple, alors qu'en fin de compte, ce n'était pas plus difficile ou plus simple quand on a pris le volant pour la première fois.
Aurélie dit, c'est vrai, on oublie à force tout le travail que ça a demandé. Et généralement, quand on est perfectionniste on a tendance à se focaliser sur les petites choses qui ne fonctionnent pas ou ce qu'on a raté ou qui n'était pas évident. Mais en fait, du coup, je reviens sur justement le côté financier, le fait de se focaliser sur justement ce qui pourrait être perfectible ou ce qu'on a mal fait, en fait, ça atrophie en fait notre esprit d'abondance. Je rebondis sur aborder l'état d'abondance, mais je voudrais que tu en dises un mot parce que c'est vraiment important que, en fait, le perfectionnisme et se critiquer tout le temps, en fait, ça réduit en fait notre capacité à créer de l'abondance dans notre vie, en fait. Tout à fait. J'ai un ami qui dit souvent, il vaut parfait, pas fait, non, il vaut mieux imparfait que pas fait. Moi, j'ai tendance à dire souvent, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Je crois que d'ailleurs, on avait dû apprendre ça à la formation. Je crois que c'est une de nos formatrices qui l'avait dit. J'ai trouvé la phrase très, très, très pertinente. Donc, effectivement, nul n'est parfait, on le dit souvent aussi. Donc, l'imperfection, c'est nous qui la voyons et pas forcément notre client. J'ai eu une cliente comme ça très récemment qui est dans le milieu juridique, avocate de ce côté-là, et qui avait cette notion de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'elle a toujours l'impression, donc elle faisait tout, elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ce soit à la virgule près, même pour une des conclusions, il n'y avait pas besoin d'avoir tel mot à la place d'un autre, mais c'était un perfectionnisme qui qui prenait beaucoup de temps et en même temps qui pouvait l'amener à se retrouver un peu à la bloquer en fait. Et la question que je vais poser, c'est le perfectionnisme, c'est quoi? Est-ce que ça doit être parfait pour soi ou parfait pour le client? C'est-à-dire, quel est le contrat avec le client? Quelle est la demande du client? La demande, il y a une certaine demande qui est faite par le client, qui fait une sorte de contrat moral ou écrit parfois, et nous, on répond à ce contrat. Si maintenant on répond à ce contrat en mettant plus parce qu'on estime que c'est peut-être pas tout à fait parfait, en fin de compte, notre prestation, elle devient imparfaite puisqu'on ne répond plus à la demande du client. Je veux que tu répètes ça, parce qu'il y a des perfectionnistes dans la salle. Donc, bien voir ce qui est. Alors, je vais répondre de manière un peu différente, la reprendre. On passe un contrat avec le client. Un contrat qui soit moral, soit écrit, hein, ça dépend des prestations, mais on passe un contrat qui a une destination, il y a un résultat, et on va honorer ce contrat. Notre job, c'est d'honorer ce contrat. Le contrat est parfait, la réalisation est parfaite lorsque on réalise le contrat tel que ça a été prévu. Si maintenant on en rajoute plus parce qu'on estime que pour que ce soit parfait selon nos propres critères, il faut qu'il y ait ça en plus. Mais le client, ça, il n'a pas demandé. Donc, la prestation devient imparfaite et ça peut même amener des frustrations des deux côtés. Ouais. Et en fait, je vais rebondir sur ça parce que tu sais que moi, j'ai tout un pan de mes formations. C'est la neurocoaching, mais la minceur. J'ai des stagiaires qui me disent, ouais, alors, j'ai du résultat, mais je ne suis pas contente. Et je leur pose toujours la question, mais est-ce que la cliente était contente? Elle a dit, ouais, elle est satisfaite, mais j'aurais pu faire tellement plus. Mais ce n'est pas ce que demandait la cliente. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est cette notion de vouloir faire plus par perfectionnisme, par peur aussi que ce ne soit pas parfait, pas parfait, et parfois vouloir faire plaisir au client. En disant, bah, tiens, je rajoute ça, ça va lui faire plaisir. Bah, sauf que comme il ne l'a pas demandé, au mieux, il va avoir un merci qui va passer dans le coin. Ouais. Au pire, il ne va même pas réagir. Et là, se dire, OK, bah voilà, je fais ça en plus et je n'ai même pas de retour. Ouais. Et là, on tombe dans le défaut des faits plaisir qui, les esthéticiennes sont des faits plaisir. Hein. On veut faire plaisir à nos clients. Et le problème, c'est que quand on donne trop par rapport à la demande du client, parce que là, c'est exactement ça. On a rendu la prestation qu'il souhaitait, enfin que la cliente souhaitait, et on en donne encore plus. On n'a pas de merci, on n'a pas de considération sur le plus qu'elle nous avait pas demandé. Et du coup, ça crée une frustration et ça nous dévalorise en fait, alors qu'on ne l'avait pas demandé. Quoi. Il y a une notion voilà, c'est une recherche d'amour aussi hein, par rapport à ça. Donc, comme on n'a pas le retour, alors si en plus on a une blessure de rejet qui est dans le coin, généralement, perfectionnisme et blessure de rejet, ça va un petit peu ensemble.
Donc, on peut facilement se dévaloriser. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver la reconnaissance, la perfection, le remerciement dans le ressenti du client. Quand le client dit « Ok, c'était génial, c'était parfait pour lui, dans son monde à lui ben, », c'est tout ce qu'on demande. Et donc, c'est d'accepter. Alors ça, c'est un autre point, c'est accepter de recevoir ce remerciement. C'est ça, et ça fait partie de l'esprit d'abondance, ça, tiens, parce qu'en fait, accepter les compliments, les remerciements, qu'est-ce que ça te donne quoi, au niveau de l'esprit, toi, par rapport à l'argent? Enfin, moi, je sais la réponse, mais qu'est-ce que tu peux en dire pour celles qui nous écoutent, ça? Alors, effectivement, là, accepter les remerciements, accepter les compliments. En règle générale, les personnes qui ont des difficultés à accepter de l'argent ont des difficultés aussi à accepter les compliments. C'est vraiment une notion de ce fameux canal recevoir qui est bouché parce qu'on ne s'estime pas suffisamment de valeur pour recevoir ce cadeau, ce compliment, cet argent. Donc, c'est vraiment cette notion à ce niveau-là de l'amour de soi. Il faut que je puisse m'aimer suffisamment pour me dire j'ai suffisamment de valeur pour recevoir le client. On a une sorte de récipient. On a tous un récipient qui est plus ou moins grand, dans lequel on va recevoir des choses. Et quand la coupe est pleine, ben, c'est classique, hein, tout le reste retombe, donc en fait on n'accepte pas le reste, on le repère. Et ça, ce récipient, il va se construire dès notre enfance. C'est-à-dire que plus dans l'enfance on va être valorisé, plus on va montrer qu'à quel point on a de l'importance, on est unique, on est vraiment un être exceptionnel, et qu'on a cette capacité à recevoir, ben, plus le récipient va être grand et plus on va pouvoir recevoir toutes ces parties-là. Mais plus on va avoir des injonctions dans l'autre sens, tu n'es qu'un bon à rien, tu ne sauras jamais rien faire tes 10 doigts, de toute façon, voilà, on ne t'aime pas. Enfin, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Bien, en fait, je ne vaux pas grand-chose, donc je ne veux pas recevoir. Mais je ne vaux pas ce compliment, je ne vaux pas cet argent, je ne vaux pas ce cadeau. Ce n'est pas pour moi. Donc, tout le travail va être justement de pouvoir remonter ce thermostat, réagrandir cette coupe. Donc, et encore une fois, c'est un travail sur je m'aime de manière inconditionnelle. Ça c'est dans l'absolu, mais l'idée, c'est de se dire, quelles que soient mes qualités, quels que soient mes défauts, mes réussites, mes échecs, eh bien, je m'aime en fait compte. Aurélie dit, de mon côté, c'est vraiment avoir besoin de prouver des choses aussi. Là, ça peut être effectivement cette notion de recherche de reconnaissance. Peut-être parce que il y a beaucoup de causes possibles hein, sur de vouloir prouver des choses. Ça peut être la recherche d'un amour parce qu'on pense que depuis le départ, on n'est pas accepté. Donc, on va vouloir absolument aller chercher cet amour à l'extérieur au lieu de le chercher à l'intérieur. Ça peut être beaucoup de choses, cette recherche de reconnaissance, en fait. Mais on est tous, hein, les êtres humains, on est là pour... notre objectif, c'est d'obtenir de la reconnaissance et de se sentir utile. Maintenant, l'idée, c'est que quand on est utile aux autres et qu'on reçoit de la reconnaissance, tout ça, c'est de l'accueillir. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Noémie parce qu'en fait, j'ai eu longtemps aussi, j'ai travaillé sur ce problème. Noémie dit grosse prise de conscience. Tu les fais réfléchir, hein, franchement, vraiment. Et elle dit j'ai peur aussi de prendre la grosse tête, le melon, si elle réussit. Et de ne plus être humble et de ne plus être, je pense, alors là, c'est parce qu'elle a écrit, mais de ne plus être à sa place, c'est-à-dire, entre guillemets, prendre la grosse tête et écraser les autres, c'est une peur, en fait, qui limite aussi beaucoup de personnes dans l'abondance et la réussite, en fait. Ouais, tout à fait. Ça peut faire partie des injonctions qu'on a pu recevoir quand on était enfant aussi. Voilà, tu te prends pour qui? Ça y est, il se prend encore pour le cador ou pour les premiers de la classe, ça y est, sans plus. Donc, du coup, voilà, il y a ces injonctions-là. Il faut savoir rester à sa place. Hein, nous ne sommes pas sur Terre, nous ne sommes pas des êtres divins. Hein. Juste un instant, parce que je crois que je n'ai plus avoir de batterie.
Ah oui. Allez, les aléas du direct. Hop là. Oui, voilà. Mais bon, je suis toujours là. Et surtout qu'elle t'écoute, hein, donc Donc là, voilà, c'est vraiment ces injonctions qu'on a pu recevoir. Et puis, il y a tout le côté aussi culturel, le côté religieux aussi, d'humilité. Il faut savoir être humble. Il faut, quand on n'a pas, surtout en France, européen, on n'a pas le droit au succès. Dès l'instant qu'on commence à dire, tu vois, voilà, j'ai réussi ça, il y a la jalousie qui peut venir ici des autres personnes. Donc, pour éviter toutes les jalousies, pour éviter d'être justement ce jugement des autres, qui en fait n'est que leur propre peur hein, qui sont projetées, eh bien, pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que c'est la phrase, quoi. oui, ça parle beaucoup, ça va beaucoup parler. Alors, on a des messages Facebook que Eric vient de me passer. Donc, Agnès sur Facebook dit, oh, mais elle vient de calculer, elle dit, mais là, on n'est pas assez cher si on compte toutes nos heures de formation. Et bon, on a Christelle Caron, une amie formatrice de massage, justement. La prestation est chère, vous en mettez plein les poches, c'est une objection qu'elle a reçue. La prestation est calculée de manière à gagner sa vie. Alors, moi, j'aime pas cette. Ouais, on aime, que ce soit Christophe ou moi, on n'aime pas cette. Parce que gagner sa vie, comme dit Christian, on la gagne à la naissance et mettre l'argent sur le plan de la vie, ça crée une pulsion de mort, enfin une peur de la mort. Donc, c'est bon, bref. On ne fait rien de petit, nous sommes dans un métier de luxe et tout se paye. C'est comme aller en vacances. Parfois, le voyage coûte super cher et pourtant, les gens partent sans problème. Ou quand on a la comparaison, pardon, à la collecte qui est moins chère, à chacune ses charges, la qualité des prestations. Donc, soyons fiers de notre métier et de nos mains. Voilà. Tout à fait. Et je crois que c'est tout. Oui, après, je relis, mais donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que ces injonctions, en fait, nous pourrissent la vie. Et comment on peut prendre un petit peu conscience de ces injonctions qui nous limitent, en fait? Là, c'est vraiment un travail à faire, hein. C'est vraiment un travail de ton personnel à faire dessus, aller chercher, vraiment être accompagné par rapport à ça pour aller chercher ces différentes injonctions. Parce qu'effectivement, elles sont inconscientes. Et une injonction, on parle souvent des fameux drivers, des messages contraignants, c'est réellement dans l'inconscient, c'est-à-dire que on les subit, on est vraiment drivé par elles. Donc, tant qu'on ne les a pas mis en lumière, on est drivé par elles. Donc, ça peut être, par exemple, au perfectionnisme, se dire, OK, là, est-ce que je ne suis pas en train d'en rajouter juste pour moi, en fin de compte là où j'en suis, est-ce que je ne suis pas en train de... J'ai fait ça, plus ça, oh, puis tiens, je vais rajouter ça par-dessus. Est-ce que ce n'est pas juste pour me faire plaisir moi ou pour satisfaire ce besoin de fait plaisir pas de fait plaisir, mais de perfectionnisme. Et de fait plaisir aussi, hein, sur un autre canal. Et se dire, OK, si je ne faisais pas ça, en fin de compte, comment je me sens? Si je ne me sens pas bien, c'est qu'effectivement, là, il y a un driver qui vient vraiment être contraignant. Mais si je me sens plutôt pas mal pour autant, bah, je vais descendre un petit peu mon perfectionnisme pour arriver à ce fameux niveau, au niveau en fait du client. Juliette te demande, on flatte notre ego avec le perfectionniste? Je ne suis pas sûr qu'on flatte notre ego en fin de compte. Perfectionnisme, on est plutôt en train d'essayer de sortir d'une peur. C'est vraiment la peur, enfin en tout cas, comme je le ressens moi, le perfectionnisme, c'est une peur qui est derrière. C'est une peur de ne pas être à la hauteur, c'est une peur de ne pas... que les gens nous rejettent parce que ce n'est pas suffisant pour eux. C'est vraiment plus une peur que flatter son ego. Oui. Et par contre, Noémie dit, est-ce qu'il faut penser tout le temps du coup? Non, c'est plus quand on est en phase de stress, en fait, où là, c'est important de se poser les bonnes questions. C'est quand on sent un petit peu le quick à l'intérieur là, de nous, où ça commence à se resserrer. Enfin, moi, c'est vraiment cette perception de je me sens étriquée, un peu étouffée dans mon corps. C'est que là, le corps, enfin, le nerf vague notamment, qui dit, et là, il y a un problème, il faut peut-être se poser un petit peu là. Et puis, il n'y a pas de jugement à avoir, de culpabilité à avoir par rapport à ça, puisque, encore une fois, c'est un driver, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant. C'est simplement, comme tu dis, Florence, à un moment donné, quand tu sois dans une situation un peu stressante, parfois même dans d'autres situations,
il arrive un moment quand on commence à se focuser par rapport à ça, quand on commence à se concentrer dessus, on va commencer à avoir des signes qu'on n'a pas vus jusqu'à présent, et on va commencer à les voir. Hein. C'est ce fameux système réticulé activateur où notre inconscient va commencer à nous amener des choses à la conscience liées à ça. Donc, on va avoir des petits signes et c'est de commencer à les choper les uns après les autres. Mais sans culpabilité par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose, c'est une injonction. Donc, petit à petit, c'est de commencer à les apprivoiser. Et alors, je vous rassure, hein, c'est pas parce on les connaît qu'on tombe jamais dans le panneau. Hein. C'est. Même après avoir fait des études de Ah oui, ça, on les voit arriver plus vite. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut plus facilement s'en amuser. Voilà. Moi, j'ai une anecdote par rapport justement au mémoire que j'avais fait à l'époque, donc quand on avait fait la formation. À un moment donné, j'avais ce fameux pyramide de Dietz. Hein, donc, il y avait une pyramide, il y avait des niveaux, et à chaque fois, je devais mettre une petite flèche. Et donc, quand je faisais mon mémoire donc, sur ordinateur, je me suis aperçu, mais au bout de peut-être un quart d'heure, que j'étais en train d'essayer de placer la flèche un demi-millimètre au-dessus, ou un demi-millimètre en dessous. Alors que voilà, il n'y avait aucun intérêt à ce que ce soit plus haut ou plus bas. Mais en fait, oui, c'est ça. Et sur Facebook, on a un… Ah, c'est passé, je reviens. On a Anaïs qui dit, c'est dur d'être trop exigeante avec soi-même, envers soi-même, car on est tout le temps déçu et on n'a pas l'impression de faire assez. Ben, c'est aussi une injection qui vient du passé, en fait. Oui, les perfectionnistes se tuent, en fait, se tuent à petit feu, j'ai envie de dire, avec leur critique intérieure, en fait. Et là, c'est moi ce que je préconise, c'est vraiment justement dans ces moments-là de revenir sur les témoignages des clients. J'ai l'impression de ne pas faire assez. Mais qu'est-ce que m'a dit la dernière cliente, celle d'avant et autres? Elles sont bien, elles sentent bien, elles sont bien à leur peau. Donc en fin de compte, j'en fais assez pour elles. Donc encore une fois, le contrat est rempli. Donc du coup, je suis OK avec moi-même. Je leur ai fait faire, enfin, celles qui sont dans EMP, je leur ai fait faire un exercice, je leur ai demandé, alors tout le monde n'a pas joué le jeu, mais bon, après, ça c'est de demander les qualités et pourquoi, à des clientes, pourquoi elles venaient chez elles. Et elles ont eu énormément de beaux témoignages et elles se sont rendues compte de la force de ce qu'elle apportait. Et ça, c'est aussi un exercice très puissant. Alors, il faut avoir le courage de le faire, hein, de demander l'avis, mais voilà. J'ai Aurélie qui te pose une question parce que je vois l'heure qui passe et comme elles ont plein de questions. Aurélie dit du coup, comment transmettre, alors j'adore la tournure de phrase, hein, un message humble quand notre institut fonctionne bien, car effectivement, avec le prix des prestations désormais remise en question pour la minceur parce qu'elle a revu ses tarifs, les clients pensent qu'on s'en met plein les fouilles. C'est le… Alors, comment transmettre un message humble je dirais, il y a une phrase qui dit qu'il se justifie, se crucifie. Donc, à la limite, il n'y a presque même pas de message à passer dans le sens où voilà, d'appréciation à ce tarif-là. Encore une fois, c'est vraiment… je pense que l'humilité du message pourrait passer dans… Voyez la valeur de cette prestation, si je devais vraiment calculer la valeur qu'elle en est, et je fais payer la prestation beaucoup moins cher en fin de compte. Alors, ça dépend des activités, c'est peut-être plus compliqué pour l'activité d'esthéticienne, mais c'est ce qu'on préconise souvent quand on fait des métiers d'accompagnement, c'est-à-dire de montrer toute la valeur de ce qu'on apporte et dire, voilà, si je devais vraiment facturer au prix de cette valeur-là, de ce que ça peut apporter, il y a sur certains points, il n'y a même pas de valeur possible. Dire, quel est le prix de la santé, quel est le prix de retrouver une relation avec telle ou telle personne. Et puis de retrouver l'amour de son corps, ne plus avoir honte de se déshabiller devant un miroir, se sentir bien. En fait, ça, c'est ce que j'appelle la valeur personnelle. Je leur fais travailler en euro et EMP, je leur fais travailler beaucoup là-dessus. Et en fait, effectivement, Aurélie, et c'est ce que je leur dis, apprenez à briller. Enfin, c'est ce que je fais dans mes formations, je leur apprends à briller. Mais c'est exactement ça, ben oui, vous réussissez et c'est tant mieux. Ça veut dire que ben, vous créez de la richesse, de l'abondance. Quand on a de l'argent, ben, on peut payer peut-être une femme de ménage, on peut avoir une employée, on peut générer de l'emploi, on peut générer des services. En fait, plus on a d'argent et avant qu'on finisse, plus on a d'argent, mais en fait, ça amplifie
les qualités des personnes qui ont beaucoup de qualités et ça amplifie les défauts des personnes qui ont beaucoup de défauts, en fait. Tout à fait. Et là, pour reprendre aussi là, par rapport à cette notion de message humilité, en fait, plus on va pouvoir faire passer le message au client de la qualité de la prestation et des bénéfices derrière, donc plus dans l'inconscient du client, il va voir le prix élevé et moins il y aura d'objections par rapport à ce prix-là. Et après, il y a un des grands principes qui dit que pour chaque prix, il y a un client. Ah, c'est bien. Oh, bah, là, tu leur as donné matière à réflexion, hein. Donc, je vois qu'il est déjà presque l'heure, mais là, tu vois, il y a. Alors, quand je me justifie, je me sacrifie. Alors, là, je me crucifie. Conquis le monde. Là, c'est vrai. Et là, ils sont en train de réfléchir à tout ce que tu as dit. Mais là, bon, j'ai pas compris. Par contre, le message d'Isabelle que Eric m'a transmis, j'ai pas compris, mais c'est vraiment important de comprendre que vous voyez, c'est un état d'esprit, l'état d'abondance, c'est vraiment un état d'esprit, ça part de là. Et comme tu dis, à chaque prix, un client, c'est ça? C'est ça. Eh Pour ben, chaque prix, un client. vas-y, pardon. C'est ça, pour chaque prix, un client. On pose un prix, il y a des clients qui trouveront ça trop cher et donc ne viendront pas. D'autres clients qui se trouveront ça, mais franchement, pas assez cher et donc ils ne viendront pas non plus. Et il y a le client pour qui il y aura la rencontre entre la prestation, le prix et le client. C'est top, c'est top. Eh bien, on va te remercier, mais avant de se quitter, on va parler des actualités parce que tu as peut-être une actualité, Christophe. Donc, comme elles sont écoutées, peut-être que quel est ton programme du mois de janvier pour ta nouvelle année, dis-moi? Alors, mon programme du mois de janvier, alors il commence en groupe la semaine prochaine, le 12 janvier. Donc, c'est en fait un parcours, j'appelle ça un mini-programme. Ce n'est pas mini parce que c'est très condensé. Voilà. Il est mini dans la durée, puisqu'en fait, il dure 7 heures. C'est-à-dire qu'il y a 3 sessions d'1 h 30 de groupe et 2 sessions de 75 minutes en coaching individuel. Où dedans, on va justement aller chercher toute la notion de croyances limitantes. Donc, on va aller déprogrammer les croyances limitantes, reprogrammer des croyances ressources. Alors, on va aller chercher sur la notion on parlait tout à l'heure de savoir recevoir. Il y a toute la notion d'abondance financière qui est dedans. Et je termine sur la notion de stratégie tarifaire. Donc, on va justement le fameux juste prix avec 5 grands principes que j'ai rassemblés, dont le fameux principe pour chaque client, il y a un prix, pour chaque prix, il y a un client. Donc, ça, c'est un programme qui débute le 12 janvier. Donc, c'est 3 jeudis à 13h30. Ça dure 1 h 30 la session. Tu nous donneras le lien, on le mettra parce qu'on va envoyer le replay aussi, on envoie le replay, donc on mettra le lien. Et nous, le 12 janvier aussi, on a une masterclass, mais le soir, toi c'est à 13h30, moi, ou 13h30 ou 13h30, oui. 13h30, ça me semblait bien. Nous, c'est à 21h. On se retrouvera pour une conférence sur la minceur avec mes partenaires de cœur esthéticiennes performantes. Donc, voilà. Et il y a un dernier petit message avant qu'on se quitte. Isabelle disait quand un forfait minceur ou autre, avec un contrat bien défini, est terminé et que le client estime qu'il veut avoir gratuitement plus, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, les derniers conseils avant. Donc, c'est un forfait. Alors, est-ce que tu peux reprendre ce... En fait, Eric me l'a envoyé en privé. Donc, quand un forfait minceur, enfin une cure, en fait, un package d'accompagnement a été fait, les résultats ont bien été faits et le contrat a bien été défini et que le client estime qu'il veut avoir gratuitement plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'était une bonne question, hein. Moi, on t'a perdu, Christophe. On t'a perdu, t'as enlevé ton micro. Je l'ai retrouvé. Oui, on est dans le cas par cas par rapport au client. Déjà, est-ce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est un client régulier? Est-ce que c'est quelqu'un on va peut-être avoir la possibilité de le revoir par la suite? Ou est-ce que c'est un one-shot? Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de règle définie par rapport à ça. Ouais. Après, la notion de je veux avoir quelque chose de gratuit, ce qui peut être donné, c'est que, OK, je peux faire un geste. Par contre, ce que je vous offre, ce n'est pas gratuit. Ce que je vous offre, ça a telle valeur.
Mais moi, c'est ce que je disais toujours quand j'ai quelqu'un qui voulait du gratuit, mais plus pour avoir la sensation d'avoir un service de plus par rapport aux autres. Tu vois, VIP. oui, c'est souvent des clients qui ont besoin de reconnaissance, en fait, hein, finalement. Alors, soit je les aimais beaucoup et j'allais dans leur sens, mais en leur montrant vraiment la valeur de ce que je leur offrais, ou soit bah, j'en avais une où en fait, c'était son jeu, en fait. Elle était d'une ethnie qui adorait. Oui, il y a certaines ethnies où il y a obligatoirement une négociation, sinon c'est pas possible. C'est ça, c'est le jeu. Et moi, en rigolant, je disais, mais vous allez enlever le pain de la bouche de mes trois enfants si je vous fais C'est plus ça, de ouais. remises, quoi. Et il faut jouer aussi avec le jeu. Mais, ouais. C'est Mais vrai. c'est important que la réponse est moi, je ne peux pas faire du gratuit. Tout ce que Ouais. j'offre a de la valeur, donc c'est pas gratuit, c'est de la valeur. Je peux vous faire cadeau de ça, mais c'est pas gratuit. Exactement. Eh bien, écoutez, et puis écoute, en tout cas, merci d'avoir passé ce début de nouvelle année avec toi, avec Merci nous. de m'avoir invité. Je vous rappelle, le 12 janvier à 13h30, donc Christophe va vous parler et donc il nous donnera le lien, on vous l'enverra. Et à 20h30, nous aussi, on se retrouve pour une masterclass sur la minceur. Donc, c'est le signe de la richesse qui commence là, hein. Tout à fait ça. Eh ben, on vous dit à bientôt et ben, au mois prochain, je vous rappelle, les SMIP, c'est à 20h30 tout le temps, ça ne bouge pas et c'est le premier mercredi de chaque mois. Donc, on se retrouve et voilà, tu as plein de merci, merci, merci. Merci Et à donc, vous. et elles sont ravies d'avoir fait ta connaissance. Donc, c'est que du bonheur. Le contrat est rempli, comme on dit. Décidément, l'année 2023 commence très très bien. C'est cool. Alors, on vous dit à bientôt, les filles et les gars, parce qu'il y avait aussi